Alors, effondrement, pour moi, ça a plusieurs sens. On vit tous des effondrements, tous différents. Un décès dans une famille, c'est un effondrement. Quand on est malade, c'est un effondrement. Effondrement du système immunitaire, effondrement des seuils psychologiques, effondrement. Il y en a de plein de manières différentes. C'est juste que maintenant, on arrive à des seuils d'effondrement où ça devient plus de l'ordre personnel, ça devient de l'ordre communautaire et général. C'est effondrement de la biodiversité, effondrement des ressources naturelles, effondrement de toutes les capacités de la Terre à nous nourrir et à nous garder en vie par un air sain, de l'eau potable, de la nourriture qui nous permet voilà, de continuer à vivre sereinement. Donc les effondrements, ils sont à venir au fur et à mesure. On a toujours cherché à être dans l'anticipation de ces effondrements, parce que quand il fait trop froid, on vient forcément faire des réserves pour la bouffe, pour stocker des calories dans le corps. Et puis au bout d'un moment, on a l'effondrement de tout ça parce qu'on arrive à un changement de saison. Et là, on arrive à des systèmes où on est en train de payer toutes les erreurs passées, les erreurs de vouloir nourrir trop de personnes sur cette planète. Forcément, on se retrouve face à une réalité qui est qu'on ne peut pas vivre en dehors des capacités que la Terre nous met à disposition. Alors l'autonomie alimentaire, c'est des choses qui sont du domaine du vital et de l'intégrité. L'intégrité de la personne et de la famille, parce que moi je vis à la campagne avec ma compagne et deux enfants, et forcément on a des besoins. Comme on est à la campagne, on n'a pas accès et on n'a pas non plus la volonté de vouloir dépendre des grandes surfaces qu'il y a à la ville. Il y a certes des petits commerces aux alentours, mais on n'a pas besoin d'être dépendant de tout le système des camions qui viennent alimenter les grandes chaînes de supermarchés. Donc nous, on a un jardin qui fait à peu près 500 mètres carrés. Ce jardin, à l'intérieur, il y a pour l'instant une serre tubulaire avec une bâche dessus. Et je suis en construction d'une serre avec fondation en dur et pouvoir faire voilà, une deuxième serre en vitre récupérée, là, des vitres SNCF, dans lesquelles je vais faire une structure en métallique pour avoir voilà, un espace supplémentaire qui va permettre de commencer la saison des fruits et légumes et de la finir plus tard, et de la commencer plus tôt donc, euh, et de faire plus de variété. Donc j'ai ces deux serres-là, j'ai des petits châssis qui permettent aussi de faire du démarrage des semis, et tout le reste est organisé sur un système de butte avec mise en place d'irrigation entre guillemets automatique là pour l'instant. Les buts sont tous intervallés avec des arbres, avec des petits fruitiers, les cassis, framboises, choses comme ça, qui sont des, des- des végétaux qui gèrent aussi l'azote. Donc on a différents étages de fruitiers, et le but avec ce jardin, c'est d'étaler les récoltes le plus possible pour pouvoir avoir des choses fraîches, des choses locales, et pouvoir en manger le plus longtemps possible dans les saisons et hors saison, comme en hiver par exemple. Donc l'autonomie alimentaire, ça passe forcément par tout ce qui est fruits, légumes, et puis aussi tous les systèmes après protéines. Et c'est pour ça on va mettre en place un poulailler. On en a déjà un là, à l'heure actuelle avec quelques poules dedans, mais un autre un peu plus grand, basé sur une autre méthodologie, puisque le poulailler donnera accès au jardin pour que les poules puissent se nourrir, nettoyer le jardin des petites limaces, des petits escargots, et en même temps donner par leur fiente de l'engrais dans le jardin. Donc c'est un système voilà, assez vertueux parce que c'est donnant, et puis on aura donc des œufs. On mange pas les poules, nous on n'a pas on n'a pas la fibre carnassière, mais on a encore un accès aux œufs. Donc voilà, c'est deux choses qui sont intéressantes pour nous. La partie potagère, et la partie euh, poulailler. Et puis en plus de ça, on a quelques fruitiers qui sont importants comme
les poires, les pommes, les noix et les noisettes, qui permettent de faire de la conservation aussi plus longue durée et d'avoir voilà, une diversité qui est plus intéressante. Alors, les gros travaux que j'ai entrepris cette année, c'est une construction d'une réserve d'eau. Euh, c'est lié à plusieurs paramètres. Le premier, c'est parce que bah, comme j'ai un peu de surface de terrain potager, forcément, il y a besoin d'arroser tout ça. Alors même si c'est construit sous les principes de permaculturel, entre guillemets, il y a quand même besoin un petit peu d'eau. Pour la vie, il faut certes un terreau fertile, mais il y a besoin aussi de flotte. Et on sait quand même depuis quelques années que les étés sont de plus en plus chauds, qu'il y a des défaillances que l'on a créées quand même au niveau climatique, et qu'on peut se retrouver plusieurs mois sans la moindre goutte d'eau, des chaleurs écrasantes, étouffantes, et puis bah, tout ça, ça porte préjudice forcément à toute nos cultures potagères. Donc moi j'ai pris la décision déjà depuis quelques temps, et là c'est déjà mis en place, de construire une réserve d'eau. Ça va faire à peu près 40 000 litres, donc 40 mètres cubes. J'ai dimensionné ça par rapport à des besoins à la fois potagères et éventuellement aussi des besoins qu'on pourrait avoir nous si jamais à un moment on venait à être coupé du réseau d'alimentation. Ces 40 000 litres, ils vont en plus de pair avec d'autres réserves d'eau que j'avais construites. J'avais installé une réserve de 3 000 litres qui était juste à côté de la maison, et le but c'était d'enfouir dans le sol une fosse septique de 3 000 litres pour récupérer toutes les eaux de pluie. Donc j'avais déjà ça. Et puis 3 000 litres, ça va pas très très loin non plus quand on a besoin de faire ce jardin. Donc il y avait une vieille cave qui était faite sous un hangar que j'ai sur ce terrain. Et j'ai transformé cette cave qui faisait à peu près ouais, 20 mètres cubes, j'ai transformé en réserve d'eau aussi. Et donc comme elle est juste en dessous de mon hangar, bah, toutes les eaux de pluie passent par des tuyaux, des centres de gouttières, vont dans une espèce de petit bac dans lequel j'ai mis des plantes pour faire une petite filtration naturelle. Il y a quelques petits poissons qui vont dedans. Et puis cette eau-là est déjà un peu filtrée, entre guillemets, et va directement dans cette réserve de 20 mètres cubes. Donc là, il y a 40 000 litres en plus qui viennent s'ajouter. Donc par système de vase communicant, on vient remplir d'abord les premières cuves qui vont se déverser en trop plein dans la grande. Et au fur et à mesure, ça fait toujours des cuves qui sont pleines. Et ça me permet au moins de tenir toute une année complète sans forcément manquer d'eau. Et voilà, avoir de la verdure toute l'année. Ouais, j'ai la chance d'habiter donc à la campagne avec un voisin qui est éleveur de chevaux. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que pour lui, c'est un déchet, les déjections de ses chevaux. Alors, il vient entreposer la paille souillée, le foin qui a pris un peu trop d'humidité, qui est un petit peu moisi, et les crottins, et ainsi de suite. Il vient évacuer tout ça dans un petit bout de champ. Et puis, c'est aux intempéries, ça se décompose, et ça fait juste un fumier extraordinaire pour le jardin. L'avantage, c'est que c'est mon voisin, donc c'est local. Donc je peux venir chercher cette ressource d'azote pour pouvoir enrichir mon jardin. Donc c'est un gros avantage de cette ressource-là, parce que pour lui c'est un déchet, pour moi c'est juste... il n'y a pas besoin d'acheter de l'engrais, il n'y a pas besoin de produire de l'engrais, même si de l'engrais j'en ai aussi grâce à mes poules qui ont des fientes, grâce aussi à mon compost, de tous les déchets de cuisine que l'on n'utilise pas. Et donc ça en plus, c'est juste, voilà, c'est extraordinaire pour pouvoir avoir des fruits et des légumes qui soient à bonne croissance et à bonne maturité. Des fois, c'est des transitions qui nous amènent sur des chemins tous différents. C'est des chemins pour être plus autonome, pour être plus heureux, pour être plus en communication, en lien avec ses voisins. Et tout ça, c'est des réseaux de partage et on transitionne constamment. C'est pas uniquement se dire, tiens, j'arrête de mettre du fioul dans ma chaudière et je mets plus de bois ou j'enlève le gasoil pour faire autre chose. Les transitions, c'est un maillage de transition qui permet de faire une vie meilleure sans forcément laisser l'addition